Après la viande, le poisson, le prix de l'œuf prend l'échelle à son tour de 75 francs CFA. Il est proposé à 100 francs, de quoi contribuer à dégarnir nos tables en cette période de Ramadan. Saison de pluie, rythme avec le retour au village de nos aides ménagères. La capitale se vide et impacte sur l'exécution des tâches ménagères. Quelle solution pour combler ce vide? La rédaction a enquêté. La page chronique santé de ce soir s'arrête sur l'épilepsie, maladie neurologique la plus répandue. 17 Maliens sur 1000 en souffrent. Nous sommes lundi 23 juillet, 4e jour du mois de Ramadan. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. En ouverture de ce journal, ce communiqué du gouvernement, le gouvernement travaille d'arrache-pied à la reconquête des zones occupées dans le nord du pays pour y rétablir l'autorité de l'État, faciliter le retour des populations déplacées ainsi que les réfugiés et sécuriser les lieux. Dans cette perspective, le gouvernement mobilise toutes les énergies nationales et les soutiens étrangers possibles. Les réponses dans ce sens sont porteuse d'espoir. Le gouvernement comprend l'impatience et les frustrations légitimes des populations, tout en se félicitant de leur engagement dans cette lutte nationale qui va au-delà de la région, de la religion et de l'appartenance politique. Le gouvernement rappelle que la reconquête des territoires occupés au nord du Mali est une tâche régalienne de l'État, de ses démembrements, que constituent ses forces de défense et de sécurité et de ses partenaires. Aucun Malien ne sera en paix tant qu'un centimètre du territoire continuera à être occupé. C'est la tâche prioritaire du gouvernement de relever le défi de la libération du Nord et il est déterminé à le faire par des voies politiques, diplomatiques et militaires. C'était là un communiqué émanant du ministère de la Communication, de la Poste et des Nouvelles Technologies, porte-parole du gouvernement. Et aussi pour vous signaler que les travaux de la 5e session du Forum sur la coopération sino-africaine, auquel participait le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, les travaux ont pris fin avec l'adoption de la déclaration et du plan d'action de Beijing, 2 documents qui vont régir les relations entre la Chine et l'Afrique pour les 3 prochaines années. Le ministre d'État Sadio Lamine-Sow a, au cours des travaux, fait une importante allocution dans laquelle il a mis l'accent sur les développements actuels de la situation que vit notre pays. En marge des travaux, Sadio Lamine-Sow a eu des entretiens avec son homologue chinois. Visite de terrain pour le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. Le colonel Moussa Sinko Koulibaly, en compagnie du gouverneur du district de Bamako, était en commune 3 et 5. Objectif, suivre l'opération d'enrôlement du RAVEC. Et partout, le travail se fait malgré quelques contraintes. Ce que nous dit dans son reportage Alpha Meiga. Bientôt 3 ans que les opérations de ratissage du RAVEC ont commencé sur toute l'étendue du district de Bamako. En commune 3, plus de 8000 personnes ont été enrôlées, tandis qu'en commune 5, sur une prévision de 32 000 personnes, 437 ont été enrôlées. En se rendant dans les différents lieux, le ministre de l'Administration territoriale a pu faire le constat. Nous avons constaté que le travail continue et que les équipes sont à pied d'œuvre pour continuer l'enrôlement, mais aussi commencer le processus de pérennisation. Ce recensement doit nous permettre à court terme d'avoir un état civil moderne et sécurisé ici au Mali. À la date de ce jour, lundi 23 juillet 2012, les personnes continuent à se faire enrôler. Quotidiennement, je peux faire 30 ou 35 par jour, à part la machine. Je n'ai pas de difficultés. À la date d'aujourd'hui, j'ai réceptionné 121 646 fiches individuelles. Ce qui reste à faire maintenant, c'est le restant des fiches qui se trouvent à mon niveau ici, qui n'ont pas été traitées.
Aujourd'hui, une des missions du gouvernement, outre la libération des régions du Nord, reste bien entendu l'organisation des élections générales. Sur le sujet, le RAVEC est d'une importance capitale. Ce projet a pour but d'avoir plusieurs applications. Le ministère de l'économie aura besoin des données du RAVEC parce que les statistiques que nous allons produire permettra au ministère de l'économie d'affiner ses plans. Le ministère de l'agriculture, le ministère de l'éducation, de savoir combien d'enfants auront l'âge d'aller à l'école l'année prochaine. Les élections ne constituent qu'une des applications. Et bien évidemment, nous travaillons et nous faisons tout pour pouvoir offrir toutes les applications possibles. Dans toutes les communes, le ministre de l'administration a rencontré l'ensemble du personnel des communes. À tous les niveaux, le ministre Koulibaly a exhorté les uns et les autres au travail bien fait. Toujours au chapitre des activités des ministres, le ministre du Commerce, des Mines et de l'Industrie, Maître Ahmadou Touré, a rencontré une délégation d'investisseurs brésiliens du groupe AGN Bioenergia, nouveau partenaire stratégique du projet sucrier de Marcala. L'arrivée de ce nouveau partenaire dans le projet fait suite au retrait du groupe sud-africain. Le chef de la délégation brésilienne, qui vient de boucler une visite de prospection sur le site du projet dans la zone Office du Niger, a manifesté l'intérêt de son groupe à reprendre cet important projet pour remplacer le Sud-Africain. D'un coût de 650 millions de dollars, ce projet, une fois réalisé, fera du Mali l'un des premiers producteurs de sucre en Afrique. Le ministre Touré, de son côté, a exprimé les attentes du gouvernement du Mali dans la réalisation de ce projet qui se résume en 4 points, dont l'apport en expertise et en savoir-faire dans le domaine du sucre. Un atelier de formation en éthique et gestion de l'intégrité est ouvert à Bamako. La formation concerne les secrétaires généraux des départements ministériels. L'objectif est d'assurer la gestion durable du développement. L'atelier, qui va durer 5 jours, s'articule autour des modules qui sont, entre autres, émergence de l'éthique et clarification conceptuelle. Entre autres, nous retrouvons le compte-rendu de Agali Aguissa. Inscrit dans le cadre du projet d'appui au renforcement des capacités, cet atelier de formation vise à consolider la gestion durable du développement et l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement durable. Cet atelier de formation, dont les secrétaires généraux des différents ministères en sont les bénéficiaires, porte sur un thème relatif à la bonne gouvernance. Cette formation est sur l'éthique et la gestion de l'intégrité. Dans l'éthique, il y a plein de choses qu'on peut corriger. Corriger par exemple le phénomène de corruption. Essayer de voir comment on peut responsabiliser les agents publics. Donc la dimension responsabilisation, la dimension reddition des comptes, la dimension transparence, la dimension participation. L'acquisition de ces techniques et outils de gestion devra contribuer à la lutte contre la corruption dans notre pays. La formation, qui se déroule sur une période de 5 jours, est animée par vidéoconférence à partir du Québec par un expert canadien. L'inspecteur en chef adjoint des services diplomatiques et consulaires du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, on va le voir sur ces images, a prêté serment ce matin devant les conseillers de la Cour suprême. L'inspecteur des services diplomatiques et consulaires a pour mission de contrôler le fonctionnement et l'action des missions diplomatiques et consulaires. Selon les dispositions de l'ordonnance portant à création de l'inspection des services diplomatiques et consulaires, les inspecteurs, avant d'entrer en fonction, prêtent serment devant la Cour suprême au cours d'une audience solennelle. Chose faite donc pour Excellence Ndiaye. Cette prestation de serment place les inspecteurs sous la protection de la loi contre les injures, les provocations et les menaces dont ils peuvent être victimes dans l'exercice de leurs fonctions.
Situation des droits humains en Gambie, Amnesty International, la section malienne se penche sur la question. Elle a animé aujourd'hui une conférence de presse. Au centre des échanges, le cas de l'opposant Amadou Skradral, emprisonné pour avoir imprimé et distribué des t-shirts avec pour slogan « En finir avec la dictature ». Amnesty International demande sa libération sans condition. Boubacar Sissoko. Selon Amnesty International, les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme vivent la terreur en Gambie depuis plusieurs années. Ils sont régulièrement victimes de violations de leurs droits fondamentaux, notamment les arrestations arbitraires et les exactions de tout genre, ce qui rend leur travail extrêmement difficile et dangereux. Depuis donc 5 ans, Amnesty International Mali dénonce cet état de fait digne d'une autre époque. Cette année, Amnesty International interpelle les présidents de la CEDEAO afin qu'ils usent de leur influence pour que Amadou Skradral soit libéré sans condition. Il a été arrêté pour avoir imprimé et distribué des t-shirts dans son pays avec comme slogan « En finir avec la dictature ». Amadou Skradral, qui a aussi la nationalité américaine, a été arrêté le 7 juin 2011 par les pouvoirs gambiens. Amadou Skradral est considéré par Amnesty International et par toutes les organisations de droits de l'homme comme un prisonnier d'opinion. Nous voudrions qu'au niveau de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à travers le président Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, qui préside la CEDEAO, puisse user de son influence et appeler les autorités gambiennes à relâcher sans condition et immédiatement le docteur Amadou Skradral. Et en 2004, le journaliste Deida Aïdara a été tué sans que les auteurs ne soient arrêtés. Lors des échanges avec la presse, les conférenciers ont affirmé que Amnesty International suit de très près la situation des droits de l'homme au Mali. Je vous le disais dans les titres, nous sommes lundi, 4e jour du mois de Ramadan. L'appétit des uns et des autres est aiguisé justement durant ce mois de Ramadan. Chaque jeûneur veut se faire plaisir à la rupture, raison pour laquelle les tables, au moment de la rupture, les tables de certains ménages sont bien fournies en produits de toutes sortes. Et je pense bien que chez certains d'entre nous, c'est l'œuf qui garde une place de choix dans ce contexte. Mais aujourd'hui, impossible de l'acquérir au marché. Il se fait rare et est cédé à 100 francs CFA l'unité. Nyanya Aliou Traoré, je pense qu'il en consomme beaucoup, a fait un tour au marché du Dibida. Elle nous en parle. En ce mois de Ramadan, s'il y a un produit prisé par la population malienne, c'est bien l'œuf. Il entre dans la composition de plusieurs menus, certains l'aiment frit, d'autres en coque. Nous, c'est à coque. On ne frit pas parce que moi, avec mon âge, non, je n'aime pas ça. Oui, j'aime bien les omelettes. Cependant, une rupture du fragile aliment se fait sentir sur le marché. En effet, il y a de cela quelques temps, l'œuf se fait rare et cher. Je trouve que c'est un peu augmenté, c'est ça mon problème avec. C'était 2000, maintenant c'est 2200. Bon, aujourd'hui, on m'a fait savoir que dans les boutiques, c'est à 100 francs l'unité, ce qui fait 3000 francs l'alvéole. Bon, je suis venu aujourd'hui, on me dit que c'est à 2100 francs. Bon, je l'ai acheté il y a 10 jours avant le Ramadan à 2000 francs. Je vois que ça monte, quoi. Bon, je préfère acheter avant que ça n'aille à 3000 francs d'ici 5 jours, quoi. Les grossistes et détaillants, quant à eux, évoquent une difficulté d'approvisionnement au niveau des producteurs. Sur le côté, ni problème tu mets avec 15 jours, bon, je fais un prix avant Songolo Kana. Les bas de bé chez Marala Ureka, chez Fanko Citation. Nous, chez Fanko Tiena, Baloko Gelara, Nimpe Jubanga Baloko Kelenda. Chez Fareniak la Nani, Kelen de Bedoumo, à Tedouare, à Saba Bebo Bogata. Parce que là, 200 alvéoles sur 100. Il y a 30 ferredrons à tous 170 à Bébéta. Les fervents consommateurs du précieux produit risquent de s'en passer.
Après la viande, le poisson, aujourd'hui c'est l'œuf. Souhaitons que d'ici la fin du Ramadan, les commerçants penseront un tout petit peu à ces consommateurs. Autre dossier de la rédaction, ce dossier est consacré aujourd'hui à la crise d'aide ménagère dans le district de Bamako. Quelles sont les causes de cette crise? Comment se fait l'exécution des tâches ménagères après le départ des filles migrantes? Quelle solution pour combler cette insuffisance d'aide familiale? Pour répondre à ces questions, notre équipe de reportage dirigée par Ramata Konaté a fait le tour de la capitale. Suivez son compte-rendu. La ville de Bamako se vide petit à petit de ses aides ménagères, celles-ci signant en cette période hivernale leur retour au village. Les causes de ce départ sont multiples. En cette période hivernale, je rentre au village pour m'occuper des travaux champêtres. Non seulement c'est l'hivernage, et quand il y a carême, il y a beaucoup de mariages. Les gens réclament leurs fiancés en ce moment. Ces deux points réunis et ça a accentué cette année la crise des filles migrantes. Pour leurs employeurs, c'est donc parti pour une vie quotidienne bien chargée à la maison. Si tu as une bonne, elle peut faire la cuisine, la lessive. Son absence me cause beaucoup de problèmes. Je n'ai pas le temps de laver les habits en cette période hivernale, car je suis seule à m'occuper des tâches ménagères. C'est après la descente que je m'occupe des travaux domestiques avec l'aide de mes enfants. C'est très difficile actuellement de trouver une bonne. Ces difficultés ne sont pas les seules conséquences du départ massif des aides ménagères en cette période hivernale. Il engendre aussi une augmentation de la rémunération des quelques filles qui restent ou qui viennent pour travailler dans la grande ville en ce moment. Je l'ai pris à 7 500. Dans le temps, je l'embauchais à 6 000 francs CFA. Les bonnes qu'on embauchait à 6 000, 7 500 sont à 10 000 ou 12 500 maintenant. Souvent à 15 000. C'est trop cher, on n'en trouve même pas souvent. Au dire des agences de placement, la rémunération des aides ménagères ne change pas durant toute l'année. Elle oscille entre 10 000 et 25 000 francs CFA selon le niveau d'instruction de la fille ou son savoir-faire en ce qui concerne l'exécution des tâches ménagères. De leur côté, les compagnies de transport se frottent les mains. Dieu merci, avec le départ massif des bonnes, nous gagnons beaucoup. Ça augmente la clientèle et ça nous permet de gérer le quotidien. Face à la crise d'aide ménagère à Bamako, certaines femmes semblent trouver une solution. Actuellement, avec le problème de crise de bonnes, on est obligé de préparer les mettre dans les frigos pour 3-5 jours au moins. On est ouvert tous les jours à 5 h du matin, comme une barala. Je me réveille tous les jours à 5 h du matin pour préparer le déjeuner. Après, je réveille mes deux filles. Elles s'occupent du reste et je vais au boulot. Autre alternative pour combler cette crise de femmes de ménage, l'emploi de filles mères qui n'étaient pas prisées ou des élèves en vacances. En ce qui concerne les tâches à accomplir, les aides ménagères s'occupent presque de tous les travaux domestiques tels que la cuisine, la lessive, l'entretien de la maison et des enfants et même souvent celui de l'époux de la maîtresse de maison. Ce qui fait que certains époux voient quelque chose de positif dans la crise d'aide ménagère. C'est une bonne chose, en ce sens que ça amène nos épouses à travailler. Maintenant, nous mangeons en retard parce qu'il n'y a pas d'aide ménagère. Même si tu demandes à une femme de t'apporter à boire, elle va d'abord s'occuper de ses tâches avant de te servir. Cette crise d'aide familiale peut servir de leçon pour les familles qui les emploient. Si tu as une fille qui fait de l'école ou tu as une nièce qui fait de l'école, je pense que c'est le moment aussi d'apprendre à celle-là à faire la cuisine quand les filles vont partir.
Si cette insuffisance d'aide ménagère n'est que temporaire, puisqu'elle dure 3 à 4 mois, elle risque de s'étendre sur toute l'année au dire de certains de nos interlocuteurs. Avec le temps, il n'y aura plus de bonne un moment même. C'est-à-dire on va arriver à ça, quoi. C'est petit, c'est de façon progressive. Sinon, avant, il y avait les aides ménagères à Gogo, à Bamako. Hein? À tout moment, même pendant l'hivernage, ça ne se posait pas comme ça. La nouvelle génération, il faut vous mettre en tête qu'il y aura un moment où il n'y aura pas de bonne, d'aide ménagère. En attendant, pour une meilleure organisation du domaine, les aides ménagères et leurs employeurs doivent remplir leurs devoirs. Devoir de l'accomplissement correct des tâches pour les premières et celui relatif à l'éducation des employés et à leur paiement régulier pour les seconds. Ces derniers doivent aussi savoir que toutes les tâches domestiques ne sont pas à confier aux aides ménagères, surtout celles liées à l'entretien des époux. Un message on ne peut plus clair à l'endroit de la nouvelle génération. Le ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine a procédé à la remise effective de 35 tonnes de sucre au département de l'action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées au profit des populations victimes de la crise du Nord. Ce sucre fait partie du lot offert par nos compatriotes du Sénégal. Ce sucre n'avait pas pu arriver à Bamako, tout simplement. Le camion à bord duquel il se trouvait n'a pas pu, à cause de panne, arriver en même temps que la caravane de la solidarité initiée par le collectif des ressortissants maliens du Sénégal sous l'égide du Conseil des Maliens du Sénégal. Nous arrivons à présent à la page chronique santé du jour. Elle s'intéresse aujourd'hui à la neurologie pour parler de l'épilepsie, la maladie neurologique la plus répandue après la migraine. Non contagieuse, cette maladie concerne 17 Maliens sur 1000. Il existe plusieurs types d'épilepsie et certaines n'ont pas la manifestation spectaculaire que la plupart des personnes connaissent de l'épilepsie. Focus Santé, une réalisation de Tchessira Emmanuel Dambélé. De l'épilepsie, la plupart des personnes ne connaissent que sa manifestation spectaculaire. Un patient qui s'agite, tombe, bave et perd connaissance pendant un bout de temps. Mais ce type de crise n'est que l'une des manifestations de l'épilepsie. Quand c'est la manifestation tonico-clonique classique que tout le monde connaît, les cris-cris-machins, où l'individu se met à convulser et à tomber, là c'est facilement reconnaissable. Mais les autres manifestations, nous les reconnaissons, c'est pas souvent très évident. Une crise peut se manifester partout. Quand c'est les régions visuelles du cerveau, les régions occipitales qui se manifestent, c'est quelqu'un qui, arrêté, va voir une manifestation visuelle. Des flashs lumineux, des spots lumineux qui vont durer pendant un bout de temps. Quand c'est les régions du cerveau qui s'occupent de l'odorat, la personne peut sentir brutalement une odeur, que ce soit désagréable plus ou moins ou non, mais qui a la particularité d'arriver et de perturber l'activité que la personne est en train de faire et qui va avoir une durée déterminée. Quand c'est les régions gustatives, ça peut être une sensation de goût. Ce qui fait que l'on parle souvent de plusieurs types d'épilepsie. La maladie en tant que telle se manifeste par des décharges hypersynchrones de population neuronale au niveau du cerveau. Selon que ces décharges concerneront une partie ou l'ensemble du cerveau, on parlera de crise partielle ou généralisée. L'analyse des signes que présente le patient pendant la crise, l'interrogatoire et l'encéphalogramme permettront de savoir s'il s'agit d'une crise épileptique, si la maladie est grave ou bénigne. Ils permettent également de déterminer si elle est sensible au traitement ou pas. Les causes de l'épilepsie sont classables en 3 grands groupes. Il y a d'abord ce qu'on appelle les causes idiopathiques, c'est-à-dire qui ont un substratum génétique, qui ne sont pas dus fondamentalement à des lésions du cerveau, qui ont plutôt des facteurs génétiques. Il peut y avoir des épilepsies dues à des causes acquises. Dans notre contexte malien, il faut rapidement insister sur les conséquences périnatales, les accouchements des enfants nés dans des conditions difficiles, des séquelles de méningite, des séquelles même de paludisme
Ça, c'est des épilepsies dues à des causes acquises, des infections, comme je l'ai dit, des causes périnatales, d'autres pathologies infectieuses, le VIH, le sida. Et il y a un troisième groupe d'épilepsies qu'on appelle les épilepsies cryptogéniques, pour lesquelles, pour le moment, la science n'arrive pas à savoir. Les travaux continuent, on n'arrive pas à savoir l'étiologie réelle. La pathologie traîne avec elle un poids social lourd avec la stigmatisation des patients alors qu'elle n'est pas contagieuse. Donc à l'école, l'enfant épileptique est stigmatisé. Il est mis à côté. Ses camarades ont peur de lui. On pense qu'il peut contaminer par sa bave. On pense qu'il peut contaminer ses camarades par ses excréments. Et tout ça est extrêmement faux. L'épilepsie n'est pas une maladie contagieuse et l'épileptique n'est pas dangereux. Au Mali, environ 17 personnes sur 1000 seraient épileptiques et la maladie est plus répandue en campagne qu'en ville en raison de l'incidence des maladies infectieuses et des complications liées à l'accouchement. Pour cette maladie qui n'est pas une fatalité, les statistiques au niveau mondial parlent de 12 à 13 cas d'épilepsie pour 1000 habitants. L'épilepsie se guérit. Dans un pourcentage extrêmement élevé, on dépasse largement les 80%. L'épilepsie est une maladie curable. C'est vraiment un modèle de pathologie qui exige une collaboration. Une collaboration entre enseignants, entre les autorités sanitaires et même entre nos camarades, nos collègues tradithérapeutes. Le traitement, il est médicamenteux. Il est médicamenteux. Nous avons ce qu'on appelle les 4 grands médicaments. Les classiques, c'est que nous appelons dans notre jargon de neurologue. Et tous ces 4 médicaments sont disponibles au Mali. Tous ces 4 médicaments sont disponibles au Mali. Il y a déjà quelques molécules sur la liste des médicaments essentiels de notre pays. Parmi les maladies neurologiques, l'épilepsie est la plus fréquente après la migraine. Bien qu'elle puisse se survenir à tout âge, l'épilepsie se manifeste habituellement durant l'enfance ou l'adolescence ou encore après l'âge de 65 ans. Chez cette dernière catégorie, le risque est accentué par l'augmentation des cas de troubles cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux. Sport, football, championnat national de Ligue 1, rien ne va désormais pour le centre Salif Keita et l'AS Police. Centristes et policiers ont été battus de nouveau lors de la 26e journée de Ligue 1. C'était respectivement devant le stade malien de Bamako 6-0 et le CS Dougou-Wolonfila 2-1. Du coup, les deux formations se retrouvent en mauvaise posture en vue de leur maintien. Al-Djoumatina nous fait le compte-rendu des 2 matchs joués. Après le 6-0 de la somme infligée au Niana de Koulikro il y a juste quelques jours, c'est au tour du stade malien de Bamako d'emboîter le pas à l'équipe de Missira lors de cette 26e journée. La victime n'est autre que le CSK, pourtant soucieux pour sa survie à l'élite. Tout le jeune vêtu, le centre Salif Keita tombe en seconde période sur une formation sadiste qui n'est évidemment pas allée avec le dos de la cuillère. Mené 1-0 à la pause grâce à Mohamed Koumaré, malgré une bien meilleure copie. L'équipe centriste va brusquement sombrer tout en se pliant aux exigences de la ligne offensive blanche, complètement déchaînée. À la 50e, Bourama Koulibaly signe le deuxième but du stade malien de Bamako. Moment attendu par Ousmane Sissé pour marquer lui aussi son empreinte au festival. Au 55e et 83e minute, fait important, l'attaquant de Sotiba rejoint ainsi son homologue de l'Ubis Bokar Bangroa à la tête du classement des meilleurs buteurs avec désormais 15 buts chacun. Autre joueur sadiste en état de grâce, c'est bien Mourimagan Koïta, également auteur d'un doublé, dont cette merveille. « 6-0, la note était vraiment salée pour les centristes. À défaut du titre presque commun du Djoliba Athletic Club, le Stade malien de Bamako, avec 56 points, est assuré de préserver sa deuxième place qualificative pour la Ligue africaine des champions. Le CSK, lui, reste dans la tourmente en vue du maintien. L'AS Police, autre formation dans le ventre mou du classement, semble définitivement dire adieu pour la première division, puisqu'il fallait à tout prix une victoire pour les policiers contre le 7 de Gonfla.
3e du classement pour maintenir leur brin de chance. Et pourtant, les porteurs d'uniforme l'avaient cru à la 25e minute, quand il réussissait à revenir au score par Ismaïla Diarra, qui répondait du coup à l'ouverture du set Goulonfla intervenu dès la 11e minute par Mahamadou Doumbia. Le pire arrivera ensuite à l'AS Police, qui encaissa le but qu'il ne fallait pas à la demi-heure de jeu par Seydou Sakou. 2-1 à la pause, score qui sanctionne l'issue du match. Le 7 de Goulonfla, 47 points, devance l'AS Bakaridian désormais de 5 points, en ce qui concerne la 3e place. Quant à l'AS Police, son sort de demeurer à l'élite relève du miracle. Avant de refermer définitivement ce journal, ce communiqué de la cellule de communication de la primature qui informe les personnalités invitées, le public et la presse nationale et internationale que l'enregistrement du débat télévisé sur les 100 jours du gouvernement de transition, initialement prévu demain mardi 24 juillet, est reporté au vendredi 27 juillet à partir de 17h, même endroit, explanade de la primature. Au cours de ce débat télévisé, le docteur Cheikh Modibo Diarra, Premier ministre, chef du gouvernement, passera en revue les grandes réalisations de son équipe gouvernementale au cours du trimestre écoulé, tout en jetant un regard sur les perspectives d'avenir. La cellule communication invite notamment les journalistes de la presse nationale et internationale à se munir, évidemment, de leur carte nationale de presse. Mise en place terminée, 16h30. Voilà, ainsi allait l'actualité ce lundi 23 juillet. Demain, l'information reprendra ses droits. Demain, 10h, 13h, Sira Bachili. Et Inch'Allah, je serai sur ce même plateau, 18h et 20h45, ce n'est plus 20h30 pour la grande édition. Merci de rester de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation, surtout en cette période de Ramadan. Nous ne les oublions pas. Excellente nuit à tous. Au revoir.